Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une proposition que vous allez probablement trouver très intéressante. Donc, je vous propose de faire avec vous une mini-série qui va s'intituler Magistrature ou dictature DPJN. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une série de posts sur Facebook sur le dossier de la judiciarisation des cas en protection de la jeunesse. Donc, l'objectif, c'est de procéder à une analyse élargie de la question de la gestion judiciaire à la Chambre de la jeunesse, notamment en regard de la présidence, c'est-à-dire dans l'objectif de mieux comprendre et d'étudier l'action de l'ensemble des juges de la Cour du Québec qui sont nommés à la Chambre de la jeunesse. Bref, il s'agirait d'analyser le travail de la magistrature en ce qui a trait au traitement des dossiers en protection de la jeunesse qui sont demandés par les DPJ. Et si vous préférez, les personnes qui sont autorisées par les directeurs de la protection de la jeunesse, les intervenants. Donc, a priori, ce que je propose, c'est d'orienter la recherche sur deux axes. Premièrement, notre questionnement visera à étudier une crainte de partialité chez les juges nommés par les ministres de la Justice du Québec. Deuxièmement, de nous pencher sur l'indépendance de la magistrature dans l'administration de la justice en matière de protection de la jeunesse, à savoir si le principe d'indépendance de la magistrature est bien respecté à la Chambre de la jeunesse du Québec. Donc, pour en arriver là, prenons le concept de départ. Donc, en 1976, la Cour suprême a défini l'analyse de la crainte de partialité suivant des critères qui avaient déjà été précisés par la Cour d'appel précédemment. Donc, par exemple, le juge Pigeon dit qu'une crainte raisonnable qu'un juge pourrait ne pas agir d'une façon complètement impartiale est un motif de récusation. Ce critère se fonde sur la préoccupation constante qu'il ne faut pas que le public puisse douter de l'impartialité des organismes ayant un pouvoir décisionnel en considération de l'intérêt public. Dans notre cas, il s'agit d'étudier la question de la Chambre de la jeunesse et des juges qui la composent, et aussi de l'action du DPJ à cette cour de la Chambre de la jeunesse. Et au sujet du doute, je pense que je ne suis pas le seul à douter qui pourrait éventuellement peut-être avoir un manque d'impartialité du côté de la Chambre de la jeunesse dans les décisions. Et si je vous dis ça, c'est qu'après avoir regardé un ensemble de décisions, c'est plutôt rare que la Chambre de la jeunesse ne donnera pas à la DPJ ce que la DPJ demande. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « the test of bias ». Donc, ce critère-là, pour déterminer ça, s'énonce comme ceci. La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait qu'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Donc, pour suivre ce critère de la Cour suprême, il consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Autrement dit, l'examen et le traitement du dossier que je vous propose, est-ce qu'il est de nature à soulever chez une personne raisonnable et sensée une crainte raisonnable de partialité? Toutefois, la Cour aussi émis des normes juridiques, à savoir que le soupçon
raisonnable de partialité ou de réelle probabilité de partialité, on a défini que les motifs de crainte doivent être sérieux, mais toutefois que le critère ne doit pas être celui d'une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne. En somme, en vertu du critère établi par la Cour suprême, nous, en tant que citoyens raisonnables et sensés, nous possédons toutes les aptitudes requises à l'étude de ce dossier. Et nous sommes les personnes les mieux placées pour procéder à l'analyse d'une telle crainte si elle existe, et ce, dans l'intérêt public. Donc, c'est le critère de la Cour suprême. Il s'agit d'être des personnes raisonnables et sensées et être bien informés, ce qui est le but de la petite mini-série que je vous propose aujourd'hui. Toutefois, avant de nous pencher sur la question, il est maintenant nécessaire de prendre les renseignements pertinents afin d'être bien informé. Alors voilà le but. Donc, sans s'y limiter, je compte vous présenter divers aspects pertinents au dossier. Donc, premièrement, une introduction sur certains concepts et principes fondamentaux pour faciliter notre étude et notre bonne compréhension de la chose judiciaire. Regardez le processus de nomination des juges. Les qualités des personnes qui sont nommées juges par les ministres de la Justice et notamment ceux à la Chambre de la jeunesse qui nous intéressent dans le dossier. Regardez l'évolution récente et l'ampleur de la judiciarisation. Le taux de demandes du DPJ qui sont accueillis ou rejetés par la magistrature. Le nombre annuel de jugements par matière. Les disparités régionales en protection de la jeunesse. Une étude budgétaire de la judiciarisation par la DPJ. Donc, ça coûte combien tout ça? Une étude comparative entre la Californie et le Québec sur la nomination des juges. Et enfin, une étude du cas de la juge Ruffo, qui a été démise de ses fonctions suite à plusieurs plaintes provenant notamment des DPJ. Et finalement, ce que je vous propose, c'est tout autre aspect pertinent que vous aurez à me soumettre dans le cours de ce dossier-là au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce dossier sur la magistrature à la Chambre de la jeunesse. Par contre, je pense qu'on devrait se limiter et utiliser uniquement des sources de données fiables, c'est-à-dire des données qui vont provenir des ministères de la Justice et du ministère de la Santé, par exemple. Donc, je parle des bilans annuels des DPJ, des rapports annuels des organismes, incluant ceux de la Cour du Québec, de l'aide juridique, de la Commission des droits de la personne, et notamment les rapports statistiques AS 480 et les rapports financiers AS 471 qui sont produits par les DPJ et les centres intégrés annuellement pour être remis au ministre de la Santé. Et bien entendu, pour y arriver à se débrouiller à travers tout cet ensemble de données-là qui sont fournies au ministre, j'ai utilisé aussi le manuel de gestion financière du ministère de la Santé, puisque ce manuel définit les statistiques qui sont présentées dans les rapports AS 480 et les données financières qui sont présentées dans les rapports AS 471. Donc, c'est des documents qui sont assez volumineux, mais on finit par s'y retrouver avec une bonne démarche. Par ailleurs, il y a le site de la SOCIJ et le site CanLII qui est son pendant canadien où on peut retrouver l'ensemble des jugements qui sont rendus. Et même si les jugements sont caviardés en protection de la jeunesse, il n'en demeure pas moins que le nom des juges est toujours là et le nom des avocats aussi qui sont mis en cause est disponible aussi. Ensuite, il y a des rapports d'enquête pertinents
qui sont produits par des organismes d'État ou des commissions d'enquête comme la commission Bastarache, par exemple. Par ailleurs, j'ai aussi fait une demande d'accès à l'information à tous les centres intégrés de santé de la province de Québec pour obtenir des copies des bilans régionaux des directeurs de la protection de la jeunesse, puisque le mois dernier, j'ai constaté, en fouillant sur mes sources habituelles sur Internet, que une bonne partie des rapports avaient disparu, en tout cas selon mon avis. Et je me suis adressé à la commission Laurent pour obtenir copie, pensant bien entendu que la commission Laurent, pour étudier cet immense dossier-là, avait entre les mains les bilans et les rapports d'activité des DPJ régionaux. Toutefois, la commission Laurent m'a répondu qu'elle n'est pas autorisée à me transmettre ces documents-là. Donc, pour cette raison, j'ai effectué une demande d'accès à l'information. Et cette semaine, il y a des directions qui ont commencé à me rappeler et j'ai reçu, par exemple, des documents de la Mauricie, par exemple. Donc, suite à cette analyse exhaustive et cette prise de renseignements, on pourra éventuellement faire un sondage pour savoir c'est quoi la position des personnes après avoir été bien informées, toujours dans l'esprit qui résulte de la norme juridique qui a été établie par la Cour suprême du Canada. Donc, selon mon opinion, on risque de découvrir des choses fort intéressantes en protection de la jeunesse, dans l'intérêt surtout des enfants qui sont visés par des ordonnances en protection de la jeunesse et aussi dans l'intérêt public. Alors, je vous invite à suivre attentivement cette petite mini-série et de participer également à l'analyse sur l'impartialité des décisions qui sont rendues par la Chambre de la jeunesse, et je vous fais un bref. Donc, les décisions en vertu de la LPJ, la Loi sur la protection de la jeunesse, pour des mesures de protection, la révision des mesures de protection, les décisions d'adoption, les décisions de placement des enfants en famille d'accueil et en famille de protection, ou sinon en foyer d'accueil, en foyer de groupe ou en centre de réadaptation, et aussi des décisions en droit de la famille qu'on retrouve dans les dernières années surtout, et des décisions sur les jeunes contrevenants en vertu de la LSPJA. Donc, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Les Papas en Action ou à me suivre sur Alain Rioux Facebook. Donc, je vous rappelle mon nom, Alain Rioux, directeur de l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Donc, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, je vais procéder à l'analyse de l'information et vous présenter d'autres capsules sur Facebook en ce qui concerne l'impartialité de la magistrature en protection de la jeunesse. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au plaisir.